Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le thème aujourd'hui sont les principes techniques. Donc, je ne me présente pas Richard Bouillet que vous connaissez tous déjà. Il me semblait intéressant de faire une vidéo sur ce thème-là parce que j'avais remarqué moi dans pas mal de stages qu'il pouvait y avoir un certain nombre de choses qui n'avaient pas été toujours comprises par les élèves. Et peut-être que justement avec ton éclaircissement, on va pouvoir mieux expliquer tout ça. Alors en fait, en gros, moi la question que je poserais, qui les gens peuvent se poser, c'est pour toi, quelle serait la différence entre les techniques, proprement dites de Krav Maga, et les principes techniques? Alors en fait, lorsqu'un pratiquant apprend la technique, il doit, peut-être avant même de se poser les questions, il doit bien l'apprendre, la ressentir, et ensuite, en définitive, surtout s'il se destine à être enseignant, la comprendre. Au départ, c'est un petit peu comme si, un mécanicien par exemple, si on lui parle de la théorie avant qu'il plonge les mains dans le cambouis, c'est pas forcément mieux. On apprend la technique, on ne s'interroge même pas forcément tout de suite sur les principes, et ensuite on peut en parler. Donc il faut faire le distinguo entre les deux. Peut-être le problème avec notre façon d'enseigner, c'est que tout de suite on veut savoir le pourquoi du comment. Alors que par exemple, si on travaille à la japonaise, c'est tu te têtes, tu fais, puis c'est tout. Et après on ressent. Le principal c'est de ressentir. La technique, apprendre la technique, c'est très bien. Comprendre le principe, finalement, après un petit peu ou plus ou moins de pratique, ça devient plus important, parce que le plus important c'est nous, qu'est-ce qu'on est en train de cette groupe. Et si on travaille par exemple tout le temps avec les gants, on va apprendre à bien travailler avec les gants. Une fois qu'on aura plus de gants, on sera embêté parce qu'on ne saura plus comment faire. Si on arrive au sol et qu'on apprend par exemple le JJB, le jiu-jitsu brésilien, pour être bon au sol sans penser à la self-défense, on va passer peut-être 5 minutes à essayer de faire éviter, alors que l'autre va nous crever un œil. Donc le Krav Maga n'étant que self-défense, il faut vraiment s'attacher à ce qui est important pour quelqu'un qui doit assurer sa survie en cas de confrontation physique sans règle. Et si par exemple on voit qu'à la Fédération de Karaté, ils ont fait maintenant une partie combat. Alors avant c'était des compétitions de démonstration, ce qui était vraiment affligeant. Maintenant ils font une partie combat et ils supposent que par exemple après 2 coups de bâton, le gars il est censé être KO. Et on a vu avec le Dog Brothers qu'il y a des gens qui prennent 20 coups de bâton, des vrais bâtons sans protection ni rien, ils sont encore debout. Ce qui faut, quand quelqu'un fait un combat avec un casque à bulles, le peu qu'on voit de ces formes de combat, avec un casque à bulles, les gars ils rentrent sans garde, ils rentrent comme des chars d'assaut. Il va faire ça. Si quelqu'un rentre de cette manière en boxe anglaise, il va prendre un KO très peu de temps. Donc là, ça veut dire qu'on n'a pas compris les principes et qu'on va pratiquer le Krav Maga, ce qu'ils appellent le Krav Maga, sans préparation aucune à la self-défense. Alors justement, je t'interromps par rapport à ça. Il y a des gens qui vont dire oui, mais alors à ce moment-là, on ne fait plus rien parce que faut bien se tester. Ou même à l'inverse, il y a des gens qui s'entraînent sans coquille en disant nous on s'entraîne vraiment dans le vrai, on ne met pas du tout de protection, on met des petites mitaines. En fait, chacun se critique sur sa méthode. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? En fait, notre travail, c'est de s'approcher au plus près de la réalité. Si par exemple, il est essentiel qu'on fasse des combats, par exemple avec Grand Box, c'est sans Grand Box. Sans Grand Box pour savoir ce que ça donne, et avec Grand Box pour pouvoir parfois toucher un petit peu plus, avec un danger moindre. Donc et sans quitter jamais, sans perdre jamais de vue le côté self-défense. Par exemple, lorsque j'ai amené le Krav Maga en Europe, au départ, je faisais comme on faisait nous en Israël, c'est-à-dire qu'on ne touchait jamais entre les jambes parce qu'on n'avait pas de coquille. Et on disait, moi j'ai pas de coquille, et c'est pour ça que je filme après, il me suffira de donner les coups de pied entre les jambes. Mais pas du tout, on n'est pas préparé à ça.
on n'était pas préparé. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah, on va mettre des coquilles. Et en Israël, à l'époque, on disait, je ne mets pas de coquilles parce qu'il faut que je fasse comme si j'étais dans la rue. Et d'un autre côté, comme j'ai pas de coquilles, on ne donne pas de coup de pied entre les jambes. Donc moi, il m'a semblé qu'il valait mieux mettre une coquille et habituer nos élèves à donner des coups de pied entre les jambes. Maintenant, celui qui a la coquille doit faire comme s'il n'en avait pas. C'est-à-dire qu'il ne doit pas négliger le fait que l'autre il donne un coup de pied entre les jambes, et si jamais il est touché, ben, il faut qu'il rentre, il ne faut pas qu'il donne un coup juste derrière, parce que ce sera peut-être pas possible dans la réalité. Est-ce que tu veux dire par là, par exemple, que finalement c'est pas forcément une mauvaise idée pour ces compétitions-là de mettre un casque à bulles, et à la limite, il faudra peut-être qu'il rompe un peu, ou qu'il y ait une... C'est ça que tu veux dire? Il faudrait qu'ils tiennent compte de ça. Mais malheureusement, bon, déjà c'est pas le cas. Parce que le gars, bon, ça peut être un peu un problème pour les cervicales. Le gars qui se prépare un petit peu, qui prend l'habitude de ce casque à bulles, il va prendre l'habitude à ça, il va rentrer directement. Il se peut parfois que dans une vraie bagarre, on prenne une droite de plein fond et puisse continuer à rentrer. C'est pas évident, c'est pas sûr, mais il faut le savoir. Donc pour ne pas habituer le compétiteur à tricher, ben, il faut vraiment respecter non pas des règlements, mais des règles de sécurité, tout en réfléchissant à ce qui arriverait vraiment. Et comme c'est impossible de faire une vraie bagarre, il faut vraiment que les règles soient comme ça. Nous, quand on passe les ceintures, vertes, bleues, marron, noires et les grades qui vont au-dessus, on met des règles de sécurité, on met pas de règlement. Si ce n'est que si l'autre commence à flotter, on a une cervicale à porter, on va pas lui donner un coup de pied, c'est des règles de bon sens. Excuse-moi par rapport à ça, je pense à un truc. Je sais qu'il y a des gens qui disaient, mais alors du coup c'est plus du combat dur parce qu'on n'a plus le droit de mettre des coups de coude pendant les combats. C'est vrai qu'avant on n'avait pas ce genre de règlement il y a 15 ans. On a le droit de mettre des coups de coude. D'accord. Le coup de coude fait partie du combat, mais si celui qui est en face il commence à flotter, il est à moitié KO, là bien entendu qu'on va respecter son intégrité physique. Si la série qui suit elle doit être légère, puisque de toute façon ça y est, il est amoindri. Donc là, on a tout, c'est-à-dire qu'on a le combat dur, on a l'épreuve du courage, on a la technique, parce que justement, il n'y a pas toutes ces protections pour lesquelles le pratiquant ne doit pas faire attention à ses esquives, ses parades, etc. On a donc l'épreuve du courage, je l'ai dit, et on a aussi la lucidité, la maîtrise de soi du pratiquant qui doit, lui, interrompre au bon moment lorsque son partenaire est à main.